Papis du tennis font de la résistance. Gaël Monfils sort Jiří Lehečka en sauvant une balle de match. Et David Goffin, notre Belge préféré, sort Carlos Alcaraz au bout de la nuit. Carlos Alcaraz qui déçoit, deuxième défaite de suite pour l'Espagnol. Est-ce inquiétant? On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous ce matin pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui de base, je voulais juste parler de la victoire de Gaël Monfils parce qu'on n'avait pas trop de dingueries. Voilà, on avait Kyrgios qui avait gagné un match, mais il n'y avait pas d'énorme dinguerie. Djokovic qui a gagné son match. Et puis Carlos Alcaraz a décidé de changer un petit peu la ligne éditoriale de cette vidéo et a décidé de perdre ce match face à David Goffin. Voilà, on va parler de Carlos Alcaraz et de Gaël Monfils parce qu'il faut rendre hommage aussi à ce que fait Gaël Monfils. Ce Gaël Monfils a 38 ans. On va démarrer par Carlos Alcaraz et on terminera après par Gaël Monfils. Je mettrai un timecode parce que pour vous, voilà, au moment où je commencerai à parler de Gaël Monfils, si vous voulez direct passer à Gaël Monfils, donc on va commencer par Alcaraz parce que c'est vraiment le moment choc de cette nuit. C'est la défaite de la tête de série numéro 2 du numéro 3 mondial, Carlos Alcaraz, qui continue vraiment à décevoir. Déjà, il y a cette défaite face à Draper où il n'avait pas été bon sur ce match. Si Draper était très très bon. Et au final, on peut se dire que cette défaite, ça peut passer au vu du niveau de Draper, mais là, celle-là, elle ne passe pas, clairement. Voilà, c'est Alcaraz. Il a le droit de perdre des matchs, oui, mais perdre aussitôt face à David Goffin, qui n'est plus le David Goffin Prime de 2017, 2016. Non, c'est un David Goffin qui est maintenant quasiment en pré-retraite, qui, voilà, fait quelques perfs par-ci par-là, mais qui n'est plus le joueur régulier qu'il était, qui est loin du top 10. Et il perd ce match. Et franchement, pour Carlos Alcaraz, je trouve que c'est une très mauvaise défaite. Il n'y a pas de bonne défaite, mais celle-là, elle fait vraiment très mal. Et ça monte, voilà, sa tournée américaine, elle est catastrophique. Moi, je l'avais dit comme objectif pour Alcaraz et pour Zverev, j'avais le même objectif pour les deux joueurs. C'était de se rapprocher d'Yannick Sinner pour la première place mondiale. C'était profiter de la suspension d'Yannick Sinner pour récupérer. Alors, il ne pouvait pas récupérer la première place mondiale après ce double sunshine, mais il pouvait s'en rapprocher. Et au final, ils vont s'en éloigner. Et ça, c'est un Zverev, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, pour Alcaraz, il va s'en éloigner. Et ça, c'est dingue. Se dire que Sinner ne joue pas et prend quand même des points sur Alcaraz. C'est dingue. Il perd 1000 points. Il perd ses 1000 points de Miami. Sinner, ça va avoir aucune conséquence. Ça montre encore que la suspension, voilà, au final, elle n'a aucune conséquence sur Yannick Sinner. Et pour Alcaraz, c'est terrible cette défaite face à Goffin. Et puis encore une fois, des fautes. Face à Draper aussi, il y avait eu énormément de fautes, vraiment un florilège de fautes directes. J'ai l'impression que quand ça ne va pas, il ne trouve pas un peu la solution. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à jouer mal pour gagner le match. Il veut toujours jouer beau, et c'est ça, je trouve, qu'il lui manque par rapport à un Sinner qui est capable, dans les moments où ça va pas trop, voilà, de cadenasser le match. Ok, on va dire que Sinner, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, mais au final, ces matchs, lui, il les remporte. Lui, on lui demande qu'une chose, c'est remporter ses matchs, il le fait. Alcaraz, ok, c'est beau, ok, on va avoir un match d'Alcaraz, on va s'éclater, il y aura des points de folie, il y aura des twinners, il y aura des coups droits sortis de nulle part, il y aura des passings, des amortis, des lobes, il y aura tout avec Alcaraz. Il y a une palette exceptionnelle de tennis. Mais on peut aussi avoir un florilège de fautes directes, en coup droit, en revers, une mauvaise qualité au service. On peut tout avoir chez Alcaraz. Et en fait, quand on regarde Alcaraz, on a le menu. Le menu, on ne sait pas ce qu'on a. On peut avoir un Alcaraz exceptionnel qui éteint tout le monde, ou un Alcaraz qui fait beaucoup de fautes directes, qui est pas dedans, qui force un peu son tennis, qui veut y aller trop vite. Et on ne sait pas. Quand on regarde Alcaraz, on ne sait pas ce qu'on va voir. Quand on a Sinner, on sait ce qui va se passer. Très solide en coup droit, très solide en revers, très solide au service. Voilà, il cadenasse, il tape fort et il va gêner l'adversaire, il fera pas de faute. Alors qu'Alcaraz, on ne sait pas. On ne sait pas sur quel Alcaraz on peut tomber. Et surtout, il envoie un message aux joueurs en disant vous pouvez me battre parce que je suis capable de faire n'importe quoi sur un match. Et Jiří Lehečka, justement on en parlera juste après, mais il l'a battu, c'était à Dubaï, alors qu'Alcaraz il était large devant sur ce match, il mène 4-1 dans le troisième set et il perd ce match. Face à Jack Draper, le premier set montre que Draper peut battre Carlos Alcaraz, même si Alcaraz lui met 6-0 derrière, et il gagne le match, Draper. Là, Goffin qui bat Alcaraz, ça montre que n'importe qui peut battre Alcaraz. Et donc ouais, c'est pas un mauvais signe, c'est un mauvais signal qu'il envoie, parce que par exemple par Yannick Sinner, quand un joueur rentre sur le court face à Yannick Sinner, il se dit qu'il a 95%, 95% de chance de finir en pendant le match. Alors que face à Alcaraz, on peut se dire que sur un malentendu, et il y en a de plus en plus de malentendus, ça peut passer. Et Alcaraz, mine de rien, heureusement qu'il gagne Rotterdam. C'était pas à Dubaï, c'était à Doha, j'ai envie d'y penser face à Lehečka. Mais heureusement qu'il gagne Rotterdam, Carlos Alcaraz cette année, parce que sinon, depuis Wimbledon, il n'y a plus rien. Depuis la finale des JO, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent pour Carlos Alcaraz. Et ça commence
ça commence un peu à traîner. Heureusement qu'il y a une Rotterdam sur ce début de saison, parce que le quart face à Djokovic à l'Open Australie, ok c'est un quart de finale, mais pour moi c'est une déception, parce qu'il ne doit pas perdre ce match face à Djokovic, il se fait totalement malmener dans la tête par Novak Djokovic. Ensuite, donc, il y a cette victoire à Rotterdam, d'accord. Après, il y a la défaite à Doha face à Jiří Lehečka, où il fait la même chose que face à Luka Nardi, où il a le match en main. Face à Nardi, il s'en sort, parce que Nardi est un joueur moins bon que Lehečka. Mais voilà. Et face à Lehečka, il perd ce match alors qu'il a le match en main. Ensuite, face à Draper, il revient, il lui met 6-0 dans le deuxième, il réussit à perdre le match. Là, face à Goffin, il mène un 7-0, il réussit à perdre le match. Donc ouais, moi je suis déçu, car je vous le dis, hein, je suis très déçu. Moi je suis très sévère aussi parce que on a de l'exigence. Et quand je dis exigence, c'est pas forcément gagner tous les tournois. C'est pas ça que je dis, mais ce n'est pas perdre au premier tour, alors, deuxième tour, mais c'est son premier tour à lui, pas perdre au premier tour d'un Master 1000. Ça c'est pas possible. Ça on ne peut pas voir ça chez Carlos Alcaraz. Parce que moi j'ai dit, quand j'ai dit la demi-finale de Draper qui perd, ok je l'accepte. Mais là, face à David Goffin, premier tour, Miami, non, ça je peux pas l'accepter. Là, il faut vraiment être intransigeant là-dessus. On ne peut pas se permettre d'avoir un Alcaraz qui perd au premier tour d'un Master 1000. C'est pas normal. Vraiment, ça c'est pas normal. S'il avait fait demi-finale à Indian Wells, demi-finale à Miami, j'aurais une petite pointe de déception, mais j'aurais dit encore, ça passe. Là, franchement, demi-finale à Indian Wells, ok. Premier tour Miami, non, là c'est vraiment une énorme déception pour Carlos Alcaraz. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match Alcaraz. Et globalement, ce début de saison, parce que ça commence à faire, on a quand même fait 3 mois de compétition, on va arriver en avril, saison sur terre battue, la fin de saison sur dur pour Carlos Alcaraz. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison sur dur? Moi je suis déçu, je vous le dis, moi je suis déçu, il y a ce titre à Rotterdam qui noie un peu le poisson, mais à part ça, il n'y a pas grand chose, dites-moi ce que vous en pensez. On va passer maintenant à Gaël Monfils, un sujet un peu plus joyeux, un sujet un peu plus heureux, un sujet un peu plus cocorico pour la Monf, qui, voilà, j'avais envie de lui rendre hommage au début de saison, parce que lui, clairement, fait un très bon début de saison. J'ai beaucoup de regrets sur la carte de Gaël Monfils. Je préfère commencer par là pour dire que voilà, pour moi c'est un joueur qui aurait dû remporter au moins un Master 1000, qui aurait dû au moins faire une finale de Grand Chelem, voire plus. Voilà, il a fait que 2 demi en Grand Chelem et 3 finales en Master 1000, mais il n'en gagne pas. Et moi j'ai cette pointe de déception là de dire que Gaël Monfils n'aura jamais un Master 1000 en carrière, là où Pablo Carreño Busta ou Cameron Norrie a par exemple remporté un Master 1000. Ça c'est ma déception. Maintenant que j'ai dit un petit peu ce qui me dérangeait chez Gaël Monfils, je vais dire tout ce qui m'enchante chez Gaël Monfils, c'est que je trouve qu'aujourd'hui il a 38 ans et qu'il a compris comment jouer intelligemment au tennis. Et je trouve ça fou de se dire qu'il ait fallu attendre autant de temps pour voir un Gaël Monfils, mais vraiment super intelligent sur un court. Aujourd'hui, Gaël Monfils est l'un des joueurs les plus intelligents sur un court. Et je pense qu'il y a 10 ans, si quelqu'un disait ça, on le prenait pour un fou. Parce que Gaël Monfils, c'était un joueur qui quand les matchs étaient importants, il se mettait à reculer, il était très, très tendu, il n'arrivait pas à libérer ses coups, il se mettait derrière sa ligne de fond de court et puis il ramenait la balle. Il avait fait ça, il avait testé à l'US Open 2007 contre Djokovic, un match, une pure jasse horrible où il se met à faire des ronds à un moment, ça perturbe Djokovic pendant 2-3 jeux, mais après bon, il perd le match, logique. Il y a eu des matchs face à Nadal aussi, alors il y a la finale à Monte Carlo qui est vraiment bonne, mais il y avait un match face à Nadal, je crois l'Open Australie 2017 aussi, pareil, pendant 2-7 il est pas bon, après il se réveille. Il y a beaucoup de regrets dans la carrière de Djokovic, de Gaël Monfils, mais je trouve par contre que sa fin de carrière là elle est parfaite. Elle est parfaite parce que là c'est plus un joueur top 10, c'est presque plus un joueur top 20, mais par moment il est capable dans des moments de match de retrouver ce niveau top 10, ce niveau top 20. En fait, il a le niveau, l'intelligence de choisir les moments du match où c'est important. Face à Lehečka, on voit il fait un super début de match. Lehečka n'est pas dedans, mais il en profite. Ensuite, deuxième set, il est moins bon. Et troisième set, on voit, il continue, il pousse. Et dans le tie-break, moment très important, c'est là où il va être très très fort. Alors, il s'en sort bien parce qu'il y a quand même il a quand même pas mal de balles de match. Puis ensuite, Lehečka en a une. Et puis voilà, il s'en sort, mais au final, ça peut être dans l'un ou dans l'autre sens. Mais ça va dans le sens de Gaël Monfils. Je me souviens, face à Taylor Fritz, à l'Open Australie, pareil. Le match, il est compliqué, c'est un match bourbier, il joue 4e mondial. Et puis, le tie-break du troisième set, il le prend, mais super bien, il est super intelligent, il le gère vraiment bien et il le remporte. 4e set, pareil, quand il fait le break à Taylor Fritz, c'est le seul moment quasiment où il met en danger Fritz sur son service et il va réussir à le breaker. Et ça, voilà, je trouve que Gaël Monfils aujourd'hui est devenu un joueur très intelligent, très dangereux à jouer parce que dans ses débuts de tournoi, il est en forme physiquement. Moi, voilà, le seul problème, il sait aussi qu'il est intelligent parce qu'il sait que physiquement, il est plus le joueur qu'il était
à l'époque, c'est-à-dire qu'il est plus capable de tenir en restant à 2-3 mètres de sa ligne de fond de cours et à ramener la balle et à attendre la faute de l'adversaire. Non, maintenant il est obligé d'être actif, il ne peut plus être en réaction mais en action, et c'est ce qu'il fait intelligemment. Il sert beaucoup mieux qu'à l'époque, il est vraiment très bon, il retourne bien, il fait pas beaucoup de fautes, c'est un joueur qui toujours est très intelligent, et moi je suis très content de voir un Gaël Monfils qui brille à 38 ans. On peut, alors quand je dis qu'il brille, on ne peut pas l'attendre d'un Gaël Monfils de gagner un Master 1000. Maintenant aujourd'hui c'est fini, on le sait. Surtout encore plus sur les Master 1000 sur 12 jours, où il faut enchaîner. En plus il n'est pas tête de série, donc il démarre dès le début. Mais bon, là Gaël Monfils, je trouve quand même que il réussit à faire de beaux matchs, de belles prestations, et c'est vraiment, on a quand même de belles prestations de Monfils en tête, et ça c'est bien. Cette année il perd face à très peu de joueurs, mais c'est des joueurs contre qui il perd, c'est pas honteux. Il perd face à Shelton à l'Open d'Australie, il perd face à Matteo Berrettini à Doha, il y a Indian Wells, il perd face à Grigor Dimitrov, donc c'est pas des défaites déconnantes pour Gaël Monfils, c'est même des défaites plutôt encourageantes, même si face à Dimitrov, il y a aussi cette déception un petit peu sur le tie-break à la fin, qui là il gère mal pour le coup. Mais moi je suis très très content de cette fin de carrière de Gaël Monfils, qui je trouve fait une belle fin de carrière. Moi il n'y a pas à dire, je trouve qu'elle est parfaite sa fin de carrière, il fait des perfs en grand chelem, il nous procure des émotions, et ça aussi c'est quelque chose c'est quelque chose, c'est pas objectif, mais c'est subjectif, mais il nous procure des émotions sur son tennis, sur son niveau aussi, parce qu'il a vraiment encore un très bon niveau, et je trouve qu'il montre qu'à 38 ans, on peut encore briller au tennis, et pour moi, c'est le meilleur joueur du monde à 38 ans aujourd'hui, parce que Djokovic en a 37, mais pour moi, Gaël Monfils, c'est vraiment une super fin de carrière, et là, en plus, il joue Romain Mounard, parce que Medvedev, j'en parle même pas, mais Medvedev a fait une catastrophe face à Romain Mounard, donc il jouera Romain Mounard au prochain tour, donc c'est possible d'aller en huitième de finale, et ce serait vraiment beau et mérité pour Gaël Monfils d'aller en huitième avant la saison sur terre battue, où évidemment on le verra à Roland-Garros. On se retrouve très très vite. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce début de saison de Monfils. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est plutôt pas mal, qu'il a vraiment un bon niveau, qu'il joue vraiment très très bien, qu'il est très intelligent sur le court, et puis je pense qu'on va aussi être d'accord sur le niveau d'Alcaraz sur ce début de saison. On se retrouve très très vite pour parler tennis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et puis c'est un beau cadeau pour moi, toujours de plus en plus nombreux. Je vous remercie du fond du cœur. On se retrouve très très vite pour parler tennis, car le tennis ne s'arrête jamais. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.